Dit lui-même, il faut changer notre mode de vie. Très bien, mais comment, avec qui et pour laisser quelle société et sur quelle planète à nos enfants? C'est notre débat en direct avec nos invités et d'autres surprises après la campagne officielle pour les élections européennes que voici. On se retrouve donc dans 4 minutes. À tout de suite. La cause européenne est essentielle pour les radicaux. C'est un de nos combats de tous les jours. Nous sommes partisans d'une Europe fédérale. Et paradoxalement, nous ne sommes pas présents dans cette campagne ni dans cette élection. Pourquoi? L'UMP en 2003 a changé la loi électorale, régionalisé le scrutin européen, il faut le faire, reprenant d'ailleurs dans cette loi unique un vieux projet qu'avait le Parti socialiste avant d'eux, car UMP et PS, lorsqu'il s'agit de laminer les courants minoritaires, ont facilement des points de convergence, et ce point de convergence, il est dans leur volonté hégémonique. L'Europe est pourtant essentielle pour les radicaux. C'est un des nôtres qui a négocié le traité fondateur, le traité de Rome, et l'Europe, c'est un combat de tous les jours pour les radicaux. Nous voulons une Europe puissante, nous voulons construire l'Europe fédérale, nous voulons l'Europe des citoyens. Les élections européennes, c'est d'abord l'opportunité de dire stop. Nicolas Sarkozy et les autres dirigeants bafouent la volonté des peuples. Ils s'entêtent dans la voie d'une Europe libérale. Toujours plus pour les actionnaires, toujours moins pour les salaires. Chaque nouvelle mesure européenne ne vise qu'un noyau de privilégiés. Cette politique libérale nous a envoyés dans le mur, en dévastant au passage notre planète. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Nous pouvons changer l'Europe. Un salaire minimum décent dans chaque pays européen, l'arrêt des délocalisations et l'interdiction des licenciements dans les entreprises réalisant des profits, sauvons et développons les services publics, écoles, santé, transport, énergie. Une Europe solidaire pour un monde en paix. Nous avons besoin d'une gauche qui refuse le traité de Lisbonne. Une gauche qui ne marche pas main dans la main avec la droite. Une gauche unie. Il est temps de provoquer un coup de tonnerre à gauche en France et en Europe. Ensemble, on peut tout changer. C'est à vous. Votez Front de gauche. Face à la crise, il faudrait une France et une Europe qui arrêtent de croire au règne de l'argent. Il faudrait une France et une Europe qui réagissent enfin face à cette crise. Qui jette des milliers de gens au chômage. Il faudrait une Europe au service de l'emploi. Il faudrait un salaire minimum dans tous les pays d'Europe pour stopper les délocalisations. Il faudrait une Europe qui investisse massivement dans l'économie verte. Une France et une Europe qui arrête de sacrifier les fonctionnaires. Une Europe qui répartisse les richesses de façon plus juste. Il faudrait une France et une Europe qui fassent confiance à sa jeunesse. Il faudrait une Europe. Il faudrait une Europe qui nous ressemble. Tout simplement. Oui, il faut une Europe qui combatte la crise, qui retrouve le chemin du progrès social et qui prépare l'avenir. Avec les 27 partis socialistes des 27 pays européens, nous avons préparé un projet commun pour relancer la croissance et l'emploi, mais aussi pour changer l'Europe. Un plan de relance de 100 milliards d'euros pour que les emplois reviennent et le pouvoir d'achat. Des salaires minima dans chaque pays pour arrêter les délocalisations. 10 millions d'emplois verts dans les transports, dans le logement, dans les énergies renouvelables. Et puis une directive pour défendre, pour protéger, pour développer les services publics, l'école, la santé, la poste, le chemin de fer. Pour nous, aimer l'Europe, c'est la changer. Le 7 juin, pour changer l'Europe maintenant, votez socialiste. Envie de partir?
Pour profiter des beaux jours, destination Savoie-Mont-Blanc. Savoie-Mont-Blanc. Savoie-Mont-Blanc, simplement merveilleux. Rebonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je vous présente les invités qui ont donc accepté de participer à cette soirée spéciale sur France 2 et je vous rappelle que nous attendons vos questions sur planète@france2.fr. Jean Jouzel, vous êtes climatologue, vice-président du groupe scientifique du GIEC, groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Vos travaux sur le réchauffement climatique vous ont valu collectivement le prix Nobel de la paix 2007, prix que vous avez partagé cette année-là avec Al Gore pour son film Une vérité qui dérange. Jean-François Donzier est ingénieur agronome, vous dirigez l'Office international de l'eau et nous évoquerons avec vous l'eau douce, celle qui nous fait vivre et peut conduire à des guerres ou des conflits plus vite qu'on ne le pense. Maude Fontenoy est navigatrice et présidente de la fondation qui porte son nom, fondation qui œuvre pour la sauvegarde des océans et la transmission des valeurs aux plus jeunes. J'ajoute que vous venez d'être nommée ambassadrice des océans par l'UNESCO et que vous êtes aussi vice-présidente du Conservatoire du Littoral. Sylvie Brunel est-elle géographe, professeure à l'université Paris 4 Sorbonne et spécialiste des questions de développement durable. Vous avez présidé Action contre la faim. Et enfin, Serge Auru, directeur général du WWF. Votre ONG milite pour la protection de l'environnement et tout le monde connaît le petit panda qui vous sert de symbole. Voilà pour les présentations, en sachant que nous recevrons aussi un peu plus tard Tristan Lecomte qui a fondé et dirige Alter Eco. Alter Eco vend des produits bio issus du commerce équitable. Nous allons donc essayer ce soir, vous le savez, de répondre aux questions que vous vous posez sur l'avenir de notre planète après avoir vu ce film. Et une nouvelle fois, sachez que nous attendons vos questions sur planète@france2.fr. Je soumettrai certaines d'entre elles à nos invités. Et nous attendons d'une minute à l'autre sur ce plateau Yann Arthus-Bertrand qui est en route puisqu'il assiste au début de la projection de son film sur écran géant. C'est au pied de la Tour Eiffel et nous y retrouvons tout de suite Nicolas Châteauneuf. Nicolas, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. La projection a-t-elle commencé ? Oui Yves, la projection vient juste de commencer, donc ici sur le Champ de Mars. Alors écoutez, c'est simple, le Champ de Mars est noir de monde. Il fallait vraiment venir assez tôt, vers 8h du soir, pour avoir une place sur la pelouse. Donc la place est très très chère. D'ailleurs, la plupart des gens en ont profité pour pique-niquer et pour profiter du beau temps ici ce soir à Paris. Et donc ont attendu la projection du film. Le tout d'ailleurs dans une atmosphère extrêmement bon enfant. Des gens d'ailleurs de toutes origines, des gens de tous les âges. J'ai discuté avec certains d'entre eux. C'est vrai que la plupart ont une sensibilité par rapport aux problèmes d'environnement, mais d'autres sont venus aussi par simple curiosité, parce qu'ils connaissent les photos de Yann Arthus-Bertrand et qu'ils voulaient voir ce film. En tout cas aujourd'hui, enfin maintenant là, tout de suite, les gens ont le regard braqué sur l'écran géant qui a été dressé juste devant la Tour Eiffel, un magnifique spectacle. Et je crois que tout le monde a le regard vraiment braqué sur le film. Bon, on est très impressionné par les images qu'on vient de voir et le monde qui est présent. Juste une question, on a compris que l'ambiance était bonne, mais est-ce que voilà, maintenant que le film a commencé, est-ce que la concentration est là ? Oui. Alors c'est vrai que comme il y a du pique-nique, l'atmosphère, comme je vous le disais, est très bon enfant. Donc il y a des chips, il y a aussi un petit peu de bouteilles, etc. qui passent. Mais apparemment, maintenant les gens sont plutôt concentrés. Bon, merci infiniment Nicolas. Bien entendu, vous réinterviendrez dans cette soirée et vous êtes avec tous les moyens techniques développés par France 2 sur ce Champ de Mars. Alors, il y a eu des projections dans le monde entier. Vous voyez en ce moment même, où vous allez voir des images de celles de Moscou tout à l'heure. Le film a aussi été projeté, ce ne sont que quelques exemples que je vous cite aujourd'hui, en Australie, à Hong Kong ou sur le continent africain, au Sénégal, à Dakar. Et une projection est prévue un peu plus tard dans la soirée à Central Park à New York. Vous avez compris, ce soir nous vous parlons d'un événement qui est réellement planétaire et comme je vous le disais en début d'émission, pour une fois la formule est tout à fait justifiée et à sa place. Alors on retrouve nos invités. Merci à tous une fois de plus de votre présence pour cette émission exceptionnelle et en direct sur France 2. Maude Fontenoy, c'est à vous que je vais poser la première question parce que vous avez vu notre planète comme personne autour de cette table, dans des conditions particulières qui ont suscité l'admiration, des livres, des films. Moi j'aimerais savoir si vous avez eu le temps de voir la mer se dégrader. Est-ce que ça se voit même quand on traverse l'océan à la rame ? Déjà, je suis contente parce qu'il y a encore plein de gens qui nous regardent, donc à mon avis, ça veut dire qu'on est tous concernés par ce qui se passe et qu'on a tous envie de savoir comment faire quelque chose. Alors c'est vrai que je voyais dans le film là, les images de ces baleines. Quand on est sur un tout petit bateau à rame, la baleine, elle mesure 4 fois la taille du bateau et on comprend la toute petite place de l'homme sur la Terre.
et le fait qu'on doit vraiment respecter cette nature qui est vraiment plus grande que nous. Aujourd'hui, on a surexploité la terre, on va trouver probablement des solutions dans la mer, et c'est vrai que cette mer, malheureusement, on la voit changer. Moi, j'ai habité toute ma vie sur des bateaux depuis mes premiers jours jusqu'à aujourd'hui. On voit l'urbanisation des côtes excessive, parce que quand on est marin, on retourne souvent au port, et on voit tout simplement les buildings, la terre qui avance sur la mer et qui détruit cette bande de littoral qui est pourtant très très importante, puisque c'est un vivier, une nurserie de biodiversité. Et puis on voit la pollution, on voit les nappes d'hydrocarbures, on voit les sacs plastiques, les bouts de polystyrène. Malheureusement, les enfants, quand on leur pose la question, on leur dit: est-ce que tu penses qu'au large de l'Antarctique, là où il n'y a que les albatros, qu'il n'y a que les baleines, qu'il y a les manchots, est-ce que là-bas, il y a des bouteilles en plastique? Et ce qui est étonnant, c'est qu'en France, il y a 50% de la classe qui me dit: ah ben oui, il y a les vents, il y a les courants, forcément ça communique. Ils le savent, 80% de la pollution marine vient de la terre. Et puis la semaine dernière, j'étais au Maroc, j'étais à côté de Casablanca, j'étais sur une plage qui, sincèrement, entre guillemets, dégueulait d'immondices. Les gens qui se faisaient bronzer sur la plage, ça ne semblait pas les toucher. Et je vais dans les écoles, j'ai touché 1 millier d'enfants là-bas, et la même question, et tous les enfants dans la salle disent: non, la pollution elle est sur nos côtes et elle ne bougera pas ailleurs. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éducation à faire. Ce film, il est fondamental parce qu'il va permettre à des milliers de gens à travers le monde de prendre enfin conscience que la planète aujourd'hui était surexploitée et qu'on était un petit peu la cause de tout ça. Mais Maud, pardonnez-moi, physiquement, et pas uniquement sur le littoral, on a tous très bien compris parce qu'on s'y baigne sur le littoral, ce qui s'y passe, mais physiquement, au cœur des océans, vous avez vu augmenter, je dirais, les détritus, les saletés, les hydrocarbures, ça se voit physiquement, à l'œil. Ça se voit à l'œil. Vous saviez probablement qu'il y a un genre de continent dans le Pacifique, entre Hawaï et la Californie. Ouais. Il y a un continent de déchets parce qu'il y a les vents et les courants qui coïncident et qui font que là, on peut traverser des particules de plastique qui créent des dégâts considérables dans ce vivier de nourriture. Il y a 2 milliards de personnes qui mangent quotidiennement grâce aux océans, et aujourd'hui, c'est ces poissons qu'on est en train d'abîmer et qui reviennent dans notre assiette, gavés de métaux lourds et autres pesticides. Alors on va parler un peu de réchauffement climatique parce que c'est important, c'est au cœur de vos préoccupations. Les Français en entendent parler très régulièrement. Jean Jouzel, en 2007, le rapport du GIEC a tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique. Est-ce que la situation s'est aggravée depuis ? Alors, je crois que la première chose qui s'est aggravée, c'est notre action sur l'atmosphère. Disons, les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi rapides qu'au cours des 10 dernières années. C'est ça qui est vraiment notoire. Et la réaction de la planète, eh bien évidemment, c'est aussi d'amplifier les phénomènes et effectivement, on a vu le réchauffement climatique est très bien évoqué dans ce film. On avait toutes ces images du Groenland qui permettent de le visualiser. Et c'est vraiment un problème que celui du réchauffement climatique, disons, pour le développement de nos sociétés au cours de ce siècle, parce que ça agit bien sûr sur les aspects comme la biodiversité, les ressources en eau, l'érosion, tout sera affecté. Donc on peut pas, vraiment, il faut absolument tout faire pour stopper limiter ce réchauffement. On va y revenir, mais est-ce que c'est notre faute à nous les hommes ? Oui. C'est de notre faute qu'il y a 35% de plus de gaz carbonique dans l'atmosphère qu'il y a 200 ans, qu'il y a 2,5 fois de plus de méthane, qu'il y a plus d'oxyde d'azote. Oui, c'est notre faute, c'est les gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont augmenté. Et donc ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et nous sommes déjà... Nous pensons, c'est le diagnostic du GIEC, dans un monde dont nous avons modifié le climat de façon à peine perceptible, c'est juste naissant. C'est rien par rapport à ce qui nous attend. Mais déjà, depuis les 10 dernières années, nous sommes responsables du réchauffement climatique. Parce que vous le savez, la majorité de ceux qui nous regardent, quand ils sortent dans la rue ce soir, enfin pas en ce moment s'il vous plaît, vous restez avec nous, mais bon, dans leur vie quotidienne, on se fait des remarques, mais j'allais dire sur le temps qui change, les retards, les avancées des pluies, etc. Mais on n'a pas encore conscience, je dirais, physiquement ou en perception de ce qui se joue. Oui, c'est dur d'expliquer aux gens que ce qui se passe actuellement, ce n'est rien par rapport à ce qui les attend, mais par contre, c'est l'action des 10 prochaines années qui va être essentielle, je dirais, pour le climat de nos enfants et de nos petits-enfants. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre, que, disons, nous sommes dans une période où nous devons agir dès maintenant pour pouvoir limiter le réchauffement, pour que la Terre soit simplement acceptable pour nos petits-enfants. Yann Arthus Bertrand, on l'a entendu dans le film, dit souvent, il est trop tard pour être pessimiste. Alors c'est une assez belle formule. Ouais. Moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez, Jean Jouzel, et surtout, est-ce que l'homme peut encore agir, on va dire, pour freiner le réchauffement climatique ? On pourrait dire, est-ce qu'on peut freiner l'évolution du réchauffement ? Est-ce qu'on peut revenir en arrière en matière de réchauffement climatique ? Employer les termes exacts pour qualifier la situation. Oui, il est trop tard pour garder notre climat. Le réchauffement est vraiment inéluctable. Ça, c'est une première chose. Il faut bien convaincre les gens de cela. Ça veut dire qu'on ne redescendra jamais en dessous de l'évolution. Jamais, disons,
échéance même d'un millier d'années, on ne reviendra jamais au climat que nous avions il y a 200 ans. Et nous ne conserverons pas ou que nous avons actuellement. Le climat que nous avons actuellement va se perdre. Nous allons transmettre un climat plus chaud à nos enfants. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est vraiment limiter le réchauffement climatique. Et c'est un véritable défi, parce que si on veut le limiter à quelque chose, disons, où on espère que nous pourrons pour l'essentiel nous adapter, limiter à 2 degrés par rapport au climat que nous avions il y a 200 ans, eh bien il faut que nous diminuions nos émissions et les diviser par 3 d'ici 2050. On va prendre une première question arrivée sur le site de l'émission. Combien de personnes dans le monde sont-elles en danger de mort à cause du réchauffement? C'est très carré. Est-ce qu'on peut répondre à ça? Ou combien sont menacées? Alors il y a eu un rapport je crois des Nations Unies cette semaine, qui disait 300 000 morts sont déjà attribués chaque année au réchauffement climatique. On peut parler aussi par rapport à l'élévation du niveau de la mer de centaines de milliers, oui, effectivement, de centaines de millions de personnes qui deviendront des migrants, qui devront quitter l'endroit où ils vivent. C'est pas en danger de mort. Mais le chiffre qui est cité actuellement, c'est 300 000 et peut-être 1 million à échéance de quelques décennies. D'accord. Alors, on a évoqué des chiffres comme 200 millions possibles de réfugiés climatiques vers 2050. Vous dites que pour l'instant, si rien ne change, on est sur ce genre de trend. Ça vous paraît possible? Oui. Même 40 cm d'élévation du niveau de la mer, c'est presque une estimation basse. Si on va vers 1 mètre, ce que certains scientifiques évoquent, ce sera plus. Mais au moment où nous parlons, je vais employer là aussi une formule choc, on ne meurt pas, si je puis dire, de réchauffement climatique. Là, non, j'ai pris ces chiffres de ce rapport qui attribue vraiment 300 000 morts déjà au réchauffement climatique. Voilà, parce qu'il y a déjà la santé, par exemple, des actions sur la santé, des actions dans certaines régions sur la productivité agricole, sur la ressource en eau. Donc on peut évaluer déjà quand même qu'il y a certains décès liés assez directement ou indirectement au réchauffement climatique. Sylvie Brunel, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors vous qui, j'évoquais vos responsabilités passées à Action contre la faim, savez très bien ce que c'est que l'intervention auprès de gens qui souffrent. Quand vous entendez ça, est-ce que vous dites oui, on est dans la photo et ça doit être pris et analysé comme tel? Je trouve que ce film, il est à la fois très beau parce qu'il nous met face à l'urgence écologique et je trouve que Yann Arthus Bertrand soulève quand même un certain nombre de questions humaines qui sont importantes parce que ma préoccupation, c'est qu'il ne faut pas opposer une nature qui serait idéalisée, bienveillante et qu'il ne faudrait surtout pas toucher et un homme qui serait forcément parasite. L'histoire de l'humanité, c'est aussi l'histoire de progrès. Et quand on parle des 300 000 personnes qui seraient tuées par le réchauffement climatique, j'ai tout de suite à l'esprit le million de personnes qui meurent du paludisme, le million d'enfants chaque année qui meurent du paludisme en Afrique et sur lesquels l'urgence, elle est dès aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut opposer les deux combats, hein, c'est très important. Il n'y a pas de guerre des souffrances, il n'y a pas de guerre des souffrances, mais il faut comprendre que les solutions qu'on doit mettre en œuvre tous ensemble, et c'est ce que dit bien Yann Arthus Bertrand, tous ensemble, elles doivent prendre en compte cette nécessité d'apporter aux êtres humains leurs besoins essentiels. Est-ce que vous sous-entendez quand même qu'il y a des urgences qui sont plus urgentes que celles dont nous parle Yann Arthus Bertrand et une partie de ceux qui sont réunis ce soir? Je ne veux pas faire de priorité. Je pense que ce film, il est nécessaire, c'est très bien qu'il ait pu mobiliser autant d'énergie. C'est un film qui est très beau. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on insiste aussi sur tous les progrès qu'ont réalisés les sociétés humaines et toutes les capacités qu'elles ont à trouver des solutions. C'est-à-dire qu'un fleuve pollué peut être dépollué, une maladie peut être vaincue. On peut nourrir des êtres humains sur des espaces qui sont restreints sans forcément abîmer l'environnement. Et je crois que c'est bien d'être alarmiste, mais il faut aussi être constructif. Parce que quand on est trop alarmiste, on décourage les bonnes volontés. Et les gens se disent, si c'est trop tard, autant baisser les bras. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, dans son film, il nous dit on a 10 ans pour agir. Dès qu'il sera là, on va quand même un petit peu le questionner pour voir où il a envie de nous emmener. Yann Arthus Bertrand, 2-3 choses. D'abord, Serge Rue, j'aimerais savoir comment on fait pour sensibiliser à ces thématiques des gens qui entendent parler très souvent aujourd'hui d'environnement sous un angle catastrophique. Et quand on voit les images, ce qui est extraordinaire dans le film de Yann Arthus Bertrand, c'est que c'est beau quand c'est beau et que c'est pas encore abîmé. Et c'est beau aussi même quand c'est sale, pollué et angoissant. Alors voilà, est-ce que la communication et la sensibilisation autour de ces questions a changé ? Alors, je crois qu'on a souvent accusé les écologistes d'être anxiogènes, d'être alarmistes, de sonner le tocsin. Et puis, lorsqu'on présente des films aussi beaux que celui-ci, qui est une véritable ode à la planète, c'est une magnifique rhapsodie, on se dit qu'il faut véritablement avoir de la passion de cette planète et la faire aimer davantage au quotidien. Et surtout, travailler ensemble avec le monde de l'entreprise, avec l'institution politique, avec
l'institution régionale. Parce que l'écologie, c'est quelque chose de trop sérieux pour la laisser aux seuls écologistes. Comme l'économie, c'est quelque chose de trop sérieux pour la laisser aux seuls économistes. C'est une pluridisciplinarité. Ensemble, nous devons inventer cette société de demain, cette société qu'il faut décarboner. Il faut inventer une industrie, une économie qui aura l'empreinte écologique la plus légère possible. Et là, il va falloir beaucoup d'innovation. Il va falloir être très fertile, comme Yann Arthus Bertrand. Qu'est-ce que vous appelez une société qu'il faut décarboner? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous travaillons, nous œuvrons avec le pétrole, avec le charbon, avec le gaz. Et cela émet, dans notre mode de consommation, de transport, cela émet des émissions de gaz à effet de serre, comme le disait Jean, avec une élévation de plus de 2 degrés. Début décembre, à Copenhague, va se jouer le sort du climat. Il y a un véritable défi, c'est un ultimatum climatique qui est face à nous, et nous devons là inventer cette industrie. Nous devons peut-être indiquer que les bonus des dirigeants et sur les stocks options doivent être indexés sur la qualité environnementale des entreprises. Qu'est-ce qui va là, se jouer? On aura un formidable levier. De quel enjeu parlez-vous? Qu'est-ce qui se prépare? Ce qui se prépare concernant Copenhague. Voilà, absolument. Copenhague, c'est la suite du protocole de Kyoto, voilà, qui se termine en 2011. Et là, tous les pays du monde vont devoir négocier l'après-Kyoto. Et il va falloir des réglementations. Là, nous sommes dans la mondialisation des égoïsmes. Il va falloir de la lucidité écologique entre les pays. Et c'est pour ça qu'il est très important que la Chine, que l'Inde, que les États-Unis, qui sont des gros émetteurs, puissent suivre les pas de l'Europe, qui fait quand même mieux. Mais début décembre se joue le sort du monde. Ça, c'est une évidence. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, parce qu'il faut un accord ambitieux à partir de, effectivement, de 2012. Il faut quelque chose d'extrêmement ambitieux. C'est à Copenhague que ça se jouera. Disons, c'est tout un... Et vous attendez quel type de décision? Parce que moi, ces derniers temps, je vous ai vu, je me permets de dire, parce que je vous connais depuis longtemps, vous êtes un homme mesuré. Et au fur et à mesure que montait, je dirais, la pompe à vapeur du réchauffement climatique, je vous ai vu de plus en plus radical. Voilà. Alors, moi, je voudrais que vous nous disiez pourquoi. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quelles sont les solutions radicales que vous prenez? Qu'est-ce qui peut être pris comme décision à Copenhague? Alors pourquoi il faut le faire? Parce qu'il faut tout faire pour limiter disons, le réchauffement à quelque chose auquel on puisse s'adapter. Et pour cela, il faut vraiment se mettre à rapidement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, en particulier celles liées au charbon, au pétrole, au gaz naturel. Donc ça, c'est toute une civilisation. Évidemment, c'est un mode de développement différent de celui vers lequel nous irions s'il n'y avait pas ce problème, mais complètement différent. C'est, disons, 10 fois moins de pétrole à utiliser à la fin du siècle que nous aurions utilisé autrement. Donc il faut bien compenser des trajectoires différentes. Je reprends ce qu'a dit Serge, c'est aller vers une trajectoire sobre en carbone, d'une société sobre en carbone, donc avec, j'espère, beaucoup d'énergie renouvelable. Il y a aussi, donc il y a beaucoup à faire. Si vous me demandez d'être sobre en alcool, je vois à peu près ce que ça veut dire. Quand vous me demandez d'être sobre en carbone, je vois un peu moins. Donc donnez-moi des exemples ayant trait à notre vie quotidienne qui peuvent nous aider demain à être plus sobre en carbone. Bon, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le Grenelle de l'environnement. On peut reprendre cela, disons, un peu comme, disons un peu comme un exemple. Voilà, mais deux, trois exemples précis. Disons d'abord économiser l'énergie. On utilise beaucoup trop d'énergie, en particulier dans le chauffage des bâtiments. Donc l'isolation des bâtiments, l'efficacité énergétique est très importante. Ensuite, disons au point de vue des transports, il faut effectivement faire très attention à, disons, à aussi... disons, je pense, des transports collectifs en particulier, doivent prendre une place de plus en plus importante. Au niveau plus personnel, bon, oui, c'est vrai qu'on essaye de développer les énergies renouvelables, ça peut être dans le chauffage de la maison, c'est ce que je suis en train de faire actuellement chez nous, par exemple. On essaye de faire de la géothermie, donc on met tout ça en route. Et donc, il y a plein d'exemples. Au niveau mondial, il y a une énorme source d'énergie qui est le soleil, qu'il faut... Bon, on ne comprend pas pourquoi, à terme, par exemple, l'Afrique ne serait pas capable, effectivement, d'extraire toute son énergie, à la fois de la biomasse et du soleil. Il n'y a pas de raison fondamentale de continuer à construire notre développement sur le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Il faut changer cela. Bon, mais ça veut dire qu'on va radicalement changer de société si on applique ce que vous êtes en train de nous dire. C'est un développement différent. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Sylvie Brunel. C'est pas la fin du développement. Il faut orienter... Si je vous dis, pardonnez-moi, c'est un peu brutal, mais quelle est la durabilité d'un développement qui n'assure pas à la planète de pouvoir manger, vivre Eh bien, voilà. il faut combiner tout ça. Je suis d'accord avec Sylvie. Vous êtes d'accord pour dire quoi? Qu'on n'a pas toutes les solutions?
solutions? Non, on n'a pas toutes les solutions. Mais Par vous exemple, avez compris que donc du coup vous nous proposez un saut dans le vide, parce que là on gère des problèmes compliqués de pollution de vie ensemble, mais la question c'est comment on vit en assurant la solution de tout le monde. Calvi, ce qu'on vous dit là est faisable, est techniquement faisable. Il n'y a pas de verrou technologique, d'autant qu'il y aura des innovations technologiques qui vont permettre de développer le solaire plus rapidement et tout cela. Tout ce dont on vous parle est faisable. C'est une question de décision, je dirais, collective, qui implique évidemment le politique, mais il ne faut pas dire que ce sont des choses infaisables. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des possibilités. De toute façon, il faudra y passer, parce que le pétrole deviendra rare, et je crois que c'est très sain de s'orienter vers ce type de développement. Sylvie Brunel? Oui, dans les pays développés, en Europe par exemple, l'intensité énergétique de notre modèle de développement, on est en train d'essayer de le réduire, de le limiter de plus en plus. C'est-à-dire que ça soit dans le transport, que ça soit dans le chauffage, que ça soit dans le bâtiment, que ce soit dans les modes de fabrication des marchandises, nous sommes en train de réfléchir à des façons de produire qui permettent de répondre aux besoins sans peser sur la planète. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un risque, et ce risque, c'est de montrer du doigt les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, comme si eux portaient la responsabilité de la pollution, du réchauffement climatique, parce qu'ils aspirent à imiter notre modèle de développement. Eh bien, parce que notre modèle fait envie. Là, on en voit les inconvénients dans des films aussi puissants, mais ça continue d'être un rêve pour une bonne partie de l'humanité. Voilà, et c'est pourquoi il ne faut pas que les solutions aboutissent à dresser les riches contre les pauvres et à montrer les pauvres du doigt. Les solutions, elles doivent être d'éviter à ces anciens pauvres qui veulent nous imiter de reproduire les erreurs que nous avons commises nous. Comment? Par une coopération accrue, en mettant en œuvre des techniques qui leur permettent à eux aussi de ne pas reproduire nos erreurs. Et ça existe, ça c'est possible. Et aujourd'hui, en Chine, en Inde, au Brésil, ils s'expérimentent de nouvelles façons d'essayer de répondre aux besoins. Sans langue de bois, et c'est pas du tout... Non, mais attendez, j'ai pas encore posé ma question. Donc, sans langue de bois, est-ce que ce qu'on a longtemps appelé les pays pauvres, mais on va dire là les nouvelles puissances, les pays émergents. La Chine, merci, les pays émergents, c'est plus élégant. La Chine, l'Inde, le Brésil, tous ces grands pays, est-ce qu'aujourd'hui, de fait, ils polluent plus? Alors, bien sûr qu'ils polluent plus, parce qu'aux premières phases d'un modèle aux premières phases d'un modèle de développement, un pays pollue beaucoup plus. Quand vous comparez, par exemple, l'intensité énergétique de la croissance en Scandinavie et en Chine, évidemment, il n'y a pas de comparaison. Mais ce n'est pas en disant « Ah, les Chinois, il faut vraiment dresser des murs contre leur modèle de développement et les accuser » que nous trouverons des solutions. Parce que la Chine elle-même est consciente aujourd'hui que les choix qu'elle a faits lui coûtent très cher. Mais pas seulement sur le plan environnemental, sur le plan social aussi. Parce que elle est confrontée à des maladies, à des terres arables polluées, à des nappes phréatiques qui, dans les villes, vous ne pouvez pas boire l'eau du robinet dans les villes. Donc aujourd'hui, les Chinois eux-mêmes sont en train de se poser la question de comment mettre en œuvre un développement durable. Le Brésil devient un leader du développement durable aussi. Donc c'est ça qui est important, c'est cette idée de coopération entre les nations. Alors, j'ai entrevu la silhouette de Yann Arthus Bertrand qui va pas tarder à nous rejoindre. Jean-François Donzier, est-ce qu'il y a aujourd'hui clairement un lien direct entre le réchauffement climatique et le manque d'eau et les difficultés dans l'accès à l'eau sur notre planète? Alors, pas forcément avec le manque d'eau, mais il va y avoir un dérèglement du cycle hydrologique, puisque l'eau douce dont on se sert, en fait, nous vient du ciel sous forme de précipitation. Et peut-être, on ne le dit pas assez, la première conséquence du changement climatique sera vraisemblablement très vite, peut-être dans les 20 ans qui viennent, d'abord un renforcement de ce qu'on appelle les phénomènes extrêmes. Ces phénomènes extrêmes, c'est plus d'inondations, ça sera sans doute la situation la plus courante, et puis plus de sécheresse dans d'autres parties des continents. Et ça, si vous voulez, quels que soient par ailleurs les efforts que l'on fait pour être économe en carbone, l'eau va devenir très vite un facteur limitant de la santé, du développement économique et social, et la cause de mortalité et de pertes économiques du fait des inondations. Et ça, il faut s'y préparer tout de suite, parce que les solutions ne sont pas des solutions de prévention, c'est des solutions d'adaptation, et on a en gros une petite génération pour mettre en place dans tous les bassins versants du monde les dispositifs à la fois de gestion et d'infrastructure qui nous permettront de faire face. Mais c'est la question numéro 1, la question de l'accès à l'eau, et je dirais à une eau propre et non souillée aujourd'hui. Alors c'est une vraie question de développement économique et social. L'eau aujourd'hui dans le monde, ça tue plus de monde que le sida. Ça tue des dizaines de millions d'enfants, ça tue des centaines de millions de personnes, notamment du fait des maladies hydriques. L'eau souillée tue plus que le sida aujourd'hui dans le monde. Bien sûr, au moins 100 fois plus. Et ça, on n'en parle pas.
Et je crois que c'est un des messages qu'il faut aussi faire passer. C'est un chiffre du film. C'est un chiffre du film, exactement. C'est pour ça que je me retourne vers vous. Alors, je ne vous présente pas Yann Arthus Bertrand, qui a salué à son arrivée tout le monde avec un geste de main, voilà, de l'amour et un baiser. Ça se passe bien là-bas. On était très impressionnés il y a quelques instants, on était en direct avec Nicolas Châteauneuf, de voir le monde qui s'y trouvait. Super ému. J'ai les larmes aux yeux. C'est inouï de travailler comme ça pour 3 ans sur un projet, tout seul, avec une petite équipe. Puis d'un seul coup, ton film t'appartient plus, quoi. Il est envoyé, tu as tous ces jeunes qui sont là, regardez. Faut rester humble et modeste parce que l'ego on prend un coup là. Et c'est... En matière d'ego, vous étiez déjà bien posé. Oui, mais justement, il faut que je travaille. Je vous le confirme. Hein. Mais ça fait des chocs émotifs. Donc, on est heureux de vous voir, je dirais, ému par la rencontre avec un public. Juste une question, c'est comment vous est venue cette idée? Et je dirais, après, l'idée que, ce que nous expliquions en début d'émission, c'est que on vit tous quelque chose en ce moment que nous partageons avec le reste de la planète, le reste d'une humanité. Alors voilà, cet incroyable Barnum, comment il a germé dans votre petite tête? Ce travail de la Terre vue du ciel, ça m'a transformé complètement. Je ne suis plus le même. D'abord, la Terre est beaucoup plus belle que j'imaginais, et je crois qu'on l'a vu dans le film, c'est une œuvre d'art inouïe. Je veux dire, c'est un arbre, c'est une sculpture, c'est inouï. Moi, je le ressens vraiment. Mais vous rendez beau même ce qui est moche, donc comment? Oui, même la pollution, même les images rudes, elles sont belles. Ouais, bon, oui. D'accord. C'est vrai que j'ai tendance à esthétiser. Bon, voilà. Après, l'impact de l'homme sur la Terre, moi je l'ai vu. Je suis né, on est 2,5 milliards. Aujourd'hui, on est près de 7 milliards. Dans ma vie d'homme, ça marque. Hein, je l'ai vu. Les scientifiques, tous ceux les scientifiques que je rencontre, parce que moi, quand je travaille, je rencontre les gens, où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, essayer de comprendre, puis de mettre des légendes sur mes photos. Tous les scientifiques sont inquiets, à part un ou deux qu'on connaît. Donc, quelque part, toi aussi, tu deviens inquiet. Après, tu revois les ONG, le travail inouï des gens qui s'engagent. L'engagement rend heureux. Les gens qui donnent, les gens qui font, les gens qui n'écoutent pas ce que les politiques font pas, mais moi, je vais faire quelque chose. Et les ONG, et lui, il le sait bien, toutes les associations, comme les gens, travaillent. Après, tu as 2 milliards de gens dans le monde qui travaillent environ, qui travaillent la terre à la main pour nourrir leur famille. Ils sont très très loin de mon ambition. Ces gens-là, c'est les premiers qui vont souffrir du réchauffement climatique. Et quelque part, il y a une injustice flagrante. Ils n'ont pas d'énergie. Leur seule énergie, c'est les bras de leurs enfants. Voilà, donc surpopulation. Alors. Et après, je vais venir, donc ce travail me transforme. Je fais venir Al Gore à Paris. Je vois le film d'Al Gore. Je dis mais c'est génial ce film. Je fais une projection à l'Assemblée nationale devant les députés. D'ailleurs, ils s'en foutent tous. Il y en a un 10% qui viennent. Quoi qu'il en soit, tous les autres viennent, associations. Et je me dis, un film quand même, c'est quelque chose. Quand on est comme ça 2 heures plongé dans quelque chose, tous ensemble à regarder. Et je me dis, et surtout la caisse de résonance. Vous avez vu la caisse de résonance de Home? Vue du ciel, ne peut pas avoir une résonance pareille. Il y a une espèce de... Tout le monde en parle, c'est le cinéma, il y a une industrie qui se met en route. Nos téléspectateurs vous posent des questions en direct. Yann, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la scène de votre film qui vous a le plus marqué? Alors, certainement, c'est les rivières qui fondent sur le toit du Groenland. J'avais vu cet endroit il y a une dizaine d'années, et quand vous volez sur le Groenland, vous savez, c'est 20% de l'eau douce du monde, et qu'on voit ces rivières, ces bédières en train de couler. Moi, j'avais volé il y a 10 ans au-dessus, j'avais pas vu ça. Et on était 4 dans l'hélicoptère, et plus personne ne parlait. Parce que vraiment, on était impressionnés de voir partout ces rivières dans tous les sens, c'est ce qu'on voit là en ce moment derrière nous, qui étaient en train de... Bien. Hein. Et donc, ça coulait. France 2 fait bien son travail aussi. Ça m'a vraiment impressionné. Et on avait presque les larmes aux yeux. Et là, moi, j'ai vu les choses. Tout ce que je vois là, c'est des cadeaux que je reçois. Et moi, mon métier, c'est d'être la passerelle, de le rendre. Les images donnent une impression de liberté et de facilité dans ce film. Je vous pose 2-3 petites questions sur le tournage parce que tout le monde en est curieux. Est-ce que c'est compliqué de tourner un tel film? Est-ce que c'est compliqué techniquement? C'est des caméras très sophistiquées qui sont des caméras gyroscopiques, ça vient des matériels militaires américains. Il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas le droit de les emmener, ces caméras, les Américains ne veulent pas, et qui sont des caméras haute définition, fixées sous l'hélicoptère avec beaucoup de problèmes techniques, parce qu'un coup sur deux ça ne marche pas, donc on retourne, contrairement à la photo où c'est tout simple, et on s'énerve. On va voir un petit extrait du making-of, on va vous voir au travail, c'est intéressant. La caméra Cineflex, c'est une boule gyrostabilisée. C'est un système qui a d'abord été développé par les militaires pour des systèmes d'assistance au tir et qui a été réutilisé dans le domaine du broadcast et du cinéma pour stabiliser les images. Bien souvent, la Cineflex arrive à gommer
vraiment les vibrations et à rendre des images lisses, douces. C'est une prise de vue aérienne qui serait faite comme avec une grue, quoi. C'est un mouvement de grue. Donc le pilote, c'est un peu le machiniste et l'opérateur, c'est le caméraman. Et sur la partie utilisation de la caméra, on retrouve effectivement les contraintes qu'on a toujours en aérien, c'est-à-dire les collisions avec des objets volants non identifiés, les insectes, également la pluie, les brumes et les problèmes qu'on peut trouver aussi des fois au décollage, c'est-à-dire des projectiles qui viennent abîmer en fait la lentille frontale de la caméra. Un mec à 7000 heures de vol, moi j'aurais dû me méfier. On peut pas en avoir un avec 30 heures de vol, un mec plus cool. Quand même vieux quoi. Ah, c'est un vieux. Voilà, il a apprécié. Ouais, c'est bon. Tout à l'heure, il nous a fait un truc, là, il dit l'hélicoptère est parti. Il dit c'est pas moi, c'est l'hélicoptère tout seul. D'accord. On a eu dans divers pays des très belles surprises avec des pilotes extraordinaires et puis des moins bonnes surprises avec des fois quelques difficultés à pouvoir réaliser les plans que Yann espérait pour des questions techniques liées à la capacité de la machine. C'est vraiment un hélico de collection, ça. Bon, quels sont les principaux obstacles auxquels vous avez été confrontés? Et puis, par ailleurs, est-ce qu'il y a quand même des moments où cette planète, vue du ciel, est interdite en quelque sorte? Alors, le problème le plus embêtant qu'on a, c'est la biodiversité. C'est ces salopards de moustiques qui, de temps en temps, tombent sur la lentille. Et alors là, on est dans des endroits où on ne peut plus se poser nulle part, donc on ne peut plus tourner. Donc il y a un moustique qui arrive, alors on essaye de nettoyer en vol, avec un balai, on fait des trucs épouvantables. Ils vont être contents, bravo, c'est très bien. Et donc ça, on comprend avec les moustiques. Bon. Puis c'est compliqué, la biodiversité. Voilà. Et puis les pays interdits, bon, on a été à Dubaï, on a été renvoyé, on m'a dit Artus Bertrand, vous rentrez chez vous. Pourquoi? Mais comment on vous le dit? On va sur Internet, Artus Bertrand, qui sait, lui, il n'a pas d'autorisation, il rentre chez lui, donc on a envoyé une caméra avec soit un faux nom. L'Inde m'a gardé 50% des films. En Argentine, on a eu un petit problème. On tournait pour France 2 aussi pour le film. On a été pratiquement arrêté pendant une semaine. Donc vous avez été parfois victime de censure, enfin je veux dire au sens premier du terme. Ouais, sur 55 pays, il y a 4 pays qui nous ont embêtés un petit peu, donc c'est quand même pas grand-chose. Voilà. D'accord. Je pense qu'on a eu de la chance de faire ce film. Maintenant que vous faites le bilan et que ce soir le bébé est né, vous vous dites que ça valait le coup comme ça de s'embarquer sur 3 années de ce type? Ça valait le coup. D'abord, j'ai travaillé avec des gens géniaux. J'ai rencontré plein de gens qui bénévolement nous ont aidés. On a eu la chance. Ce soir, ce film, il est partout parce qu'il n'a pas de copyright. Il est libre de droit, donc tout le monde peut s'en servir. Ça, c'est un cadeau inouï. Vous nous disiez 1 million de connexions sur YouTube. 1 million de gens qui ont déjà vu le film sur YouTube en ce moment. C'est incroyable. Et puis... Maintenant, moi je suis pas là pour sauver le monde, je suis là pour... Si on dit aux gens qu'il faut changer, pourquoi ils vont changer s'ils savent pas? Moi je suis là pour expliquer. La solution, on va tous la trouver ensemble. C'est ensemble qu'on va la trouver en réfléchissant. Ça c'est vraiment on n'y arrivera pas sinon. Et en même temps, on sait qu'on peut s'arrêter. Là, pendant que je faisais le film, à un moment, je me souviens, parce qu'il faut savoir qu'on a fait 500 heures de rush. Et après on a dit, avec 500 heures, on va faire un film de 2 heures. C'est épouvantable parce que c'est terrible de couper, et puis de travailler pendant des heures. J'en dormais plus. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai été prétentieux de croire que je pouvais faire un film sans scénario comme ça avec des images. Parce qu'on a monté toutes les images ensemble, les belles images, et après on a raconté l'histoire dessus. Donc c'était vraiment un peu compliqué. Et je me suis dit mais je suis en train de faire un film sur la fin du monde. Parce que quand vous parlez biodiversité, déforestation, changement climatique, problème d'eau, le poisson dans la mer. Où est le positif? On n'en voyait plus de positif. Alors on a fait une fin positive en disant il faut y aller. Mais à un moment, je me souviens, on était devant